et non militaire. Mais regardons la réalité en face. Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à de tels agissements du régime, il n'y aura pas de solution politique. Face à la barbarie, la passivité ne peut être une option. Pas pour la France, en tout cas. Voilà, c'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a tenté de convaincre les députés d'une intervention militaire en Syrie. La classe politique française, vous le savez, est divisée. L'UMP y est favorable, mais dans le cadre des Nations Unies. On écoute tout de suite Christian Jacob, chef de file de l'UMP. Nous exprimons 3 refus. Refus d'une action strictement militaire, sans but réel de guerre, au-delà d'un coup de semonce et d'une punition. Refus d'une intervention isolée, sans légitimité internationale. Refus, enfin, d'un renoncement, voire à certains égards, d'un reniement de notre politique étrangère. Alors que les Français sont contre une intervention, que la classe politique, je vous le disais, est divisée, François Hollande doit-il soumettre sa proposition d'intervenir donc en Syrie au vote des parlementaires? Doit-il engager la responsabilité du gouvernement? La France, par ailleurs, laisse la porte ouverte à une solution politique. De quelle solution politique s'agit-il? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, André Valigny. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste et membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Philippe Marigny, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP, président du groupe d'honneur du groupe France-Syrie. Président d'honneur du groupe, pardonnez-moi, France-Syrie. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Vous avez signé une pétition avec d'autres membres de la droite populaire. Débat sur la Syrie au Parlement. Nous refusons de participer à cette mascarade. Vous nous expliquerez pourquoi. Pascal Boniface, bonsoir, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur des Intellectuels intègres, et c'est aux éditions Gazevitch. Alain Rodier, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, et vous avez par ailleurs collaboré à un ouvrage qui s'intitule La face cachée des révolutions arabes, et c'est aux éditions Ellipse. On part tout de suite, si vous le voulez bien, à Damas, où l'on retrouve notre envoyé spécial Selim El-Medeb. Bonsoir, merci d'être avec nous, Selim. Je rappelle quand même que rares sont les journalistes qui sont aujourd'hui autorisés à entrer en Syrie. Vous avez reçu un visa de la part des autorités syriennes. Alors tout d'abord, première question, est-ce que les débats en France, ces débats parlementaires, est-ce qu'ils sont suivis à Damas ? Bien, ils sont suivis dans une partie de la classe supérieure syrienne et par les autorités politiques syriennes. J'ai pu hier m'entretenir avec le président de la Chambre du Parlement syrien qui a envoyé une lettre à son homologue français, Claude Bartolone, pour tenter de convaincre les députés français de s'opposer à toute intervention militaire de la France en Syrie. Mais il faut dire que, en fait, ici, pour l'homme de la rue, comme pour les autorités politiques syriennes, les yeux sont vraiment rivés sur Washington. Et d'ailleurs, ce soir, il y a des inquiétudes ici à Damas parmi un certain nombre d'officiels quant au compromis qui semble émerger au Congrès américain, au Sénat américain, quant à une éventuelle intervention militaire. Le fait que la durée de cette intervention puisse être de 60 jours plus 30 jours, donc 90, laisse penser certains officiels ici que l'intervention pourrait être beaucoup plus importante qu'une simple intervention limitée. Et d'ailleurs, les propos de John Kerry devant des membres de la Chambre des représentants ce soir, disant que toute action militaire aurait un impact sur la situation militaire en Syrie, à l'intérieur de la guerre civile en Syrie, même si ce n'était pas l'objectif principal, viennent certainement renforcer cette inquiétude. Selim, vous êtes le deuxième journaliste de France 24 à obtenir un visa de la part des autorités syriennes. On sait que Georges Malbruno, pour Le Figaro, a également obtenu une autorisation puisqu'il a fait une interview du président Assad. Il y a clairement aujourd'hui une volonté du régime de communiquer.
Oui, c'est très clair. Dans la situation actuelle où, avant une éventuelle intervention, se joue un jeu de communication très important, il y a eu une prise de conscience claire au niveau des hautes sphères syriennes de l'importance de permettre de relayer leurs propos. Et il est impossible pour eux d'être crédibles et entendus sur les grands médias internationaux sans la présence de journalistes sur le terrain ici à Damas. Il y a donc eu un certain nombre de collègues qui ont pu rentrer, notamment américains, britanniques et français, et ça correspond très clairement à une décision prise en haut lieu ici à Damas. Merci beaucoup Selim El Medeb, envoyé spécial de France 24 à Damas. Philippe Marini, vous avez qualifié ce débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'il y a aussi eu un débat au Sénat de mascarade. Est-ce que vous y étiez, vous, aujourd'hui au Sénat, ou est-ce que vous avez boycotté? J'ai assisté aux différentes interventions, du moins une grande partie des interventions. Et ce que nous avons voulu dire avec mes amis membres du courant de la droite populaire au sein de l'UMP, c'est qu'un débat sans vote, pour redire des choses déjà connues, cela n'a franchement pas de sens. Nous sommes très attachés à l'indépendance nationale. Faire dépendre la participation des forces françaises d'une décision du Congrès américain et de lui seul, eh bien, cela nous déplaît beaucoup. S'il y avait un vote, est-ce que vous voteriez en faveur d'une intervention? Alors, je voterai contre, avec conviction, dès lors qu'une telle intervention ne résulterait pas d'une prise de responsabilité des Nations Unies dans les conditions de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire un mandat du Conseil de sécurité. Ce qui n'arrivera pas ou a très peu de chances d'arriver, puisqu'on sait la Russie et la Chine bloquent. Donc il ne faut rien faire. Si non, il faut négocier ce que l'on aurait dû faire depuis des mois et des mois. Et à chaque fois qu'il aurait été possible de réunir une conférence des parties syriennes et des États voisins, on s'est perdu dans des exclusives, dans des anathèmes. Et lorsque cela devenait possible, un événement médiatique a tout cassé. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit à partir du 21 août. André Vallini, François Hollande n'a pas fermé la porte à un vote. Il a dit qu'il y réfléchissait. Est-ce que selon vous, ce vote aura lieu et est-ce qu'il doit avoir lieu? Je ne sais pas si le vote aura lieu. Je ne suis pas dans le secret de la pensée du président de la République. Je pense qu'un vote pourrait avoir lieu et je fais confiance au président de la République pour le moment venu, lorsque nous en saurons plus sur l'intervention, si intervention il doit y avoir, sur qui participe à la coalition qui interviendra. Donc le moment venu, le Parlement sera saisi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais que François Hollande est très attaché au respect des droits du Parlement. En même temps, il doit respecter la Constitution. Et la Constitution que vous avez révisée en 2008, nous n'avons pas voté la révision de la Constitution en 2008. Mais lorsque vous avez révisé la Constitution en 2008, vous avez prévu dans l'article 35 que le président peut décider seul, sans l'aval du Parlement, d'intervenir militairement, comme cela peut être possible en Syrie demain ou après-demain. Mais il peut solliciter un vote du Parlement. Il en a la capacité. Il en a la possibilité, oui, bien sûr, mais ce n'est pas prévu par la Constitution pour lui permettre justement, le cas échéant, d'agir vite, d'intervenir vite, efficacement. Là, les choses ont un peu changé depuis la semaine dernière, puisqu'on sait ce qui s'est passé en Angleterre, à la Chambre des communes, on sait ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Mais si l'intervention avait eu lieu la semaine dernière, avec les Anglais et les Américains, il n'était pas possible de consulter le Parlement. Mais la situation a changé, vous le dites vous-même, cher collègue. Oui, c'est pour ça que je dis aussi que je pense qu'un vote du Parlement pourra sans doute être organisé dans les semaines qui viennent. Oui, donc vous pensez qu'on va se diriger vers ce vote, si je vous entends bien. Je pense que si François Hollande réussit à mobiliser autour de la France et des États-Unis avec Barack Obama, si le Congrès américain vote dans le bon sens, entre guillemets, lundi prochain, si des contacts ont lieu à partir de demain à Saint-Pétersbourg en marge du G20, si donc une coalition se met en place dans les 10 jours qui viennent et qu'une intervention est décidée par cette coalition, je pense que François Hollande pourrait consulter le Parlement.
Alors on sait que 74% des Français sont pour un vote à l'Assemblée nationale. L'opinion publique française, on sait, est majoritairement contre une intervention, en tout cas hors du cadre des Nations Unies. Pascal Boniface, est-ce que ce vote est important? Est-ce qu'il ne légitimerait pas, en tout cas, cette éventuelle intervention au sein, en tout cas, de l'opinion publique française? Non, je ne suis pas sûr qu'il le légitime d'un point de vue national, mais ça serait qu'une légitimation nationale. Ça n'aurait pas de sens au niveau international. Alors le problème est bien de savoir est-ce que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, peut se permettre de se lancer dans une opération militaire sans feu vert de l'ONU. On l'a fait en 1999 contre la Yougoslavie, dans un contexte un peu différent, puisque là, il y avait unité de tous les pays de l'OTAN qui ont participé ensemble du premier au dernier jour aux frappes. Mais c'était déjà une exception à la règle. En 2003, on s'y est opposé. En 2011, on a eu un feu vert de l'ONU que l'on a tordu, puisque la résolution 1973, que la Russie a acceptée en s'abstenant, prévoyait de protéger la population. Sur la Libye, précisément. Sur la Libye. Et sur Benghazi, de protéger la population. Et puis, on a changé la mission en cours de route pour aller au changement de régime, ce qui explique en grande partie le blocage russe aujourd'hui. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de bonne solution pour la France, parce que ne rien faire, notamment après les déclarations qui ont été faites, serait un recul. Et c'est vrai que les armes chimiques sont un marqueur extrêmement important, surtout qui en France résonne beaucoup. La convention d'interdiction des armes chimiques a été signée chez nous en 1993. Les armes chimiques sont dans la mémoire collective française très fortement marquées. Mais en même temps, il est certain que s'il n'y a pas de vote à l'ONU, cette action militaire n'aurait pas de fondement légal. Et donc c'est un débat entre légitimité et légalité, et on peut retourner les arguments dans tous les sens, avec peut-être un avantage à court terme en termes de légitimité pour envoyer un message à Bachar el-Assad, et un message contraire en termes de légalité, parce que on aura finalement contribué un peu à affaiblir le Conseil de sécurité dont nous sommes membres permanents. Et vous, personnellement, vous êtes pour une intervention hors du cadre des Nations Unies? Vous pensez qu'il faut frapper, là? Non, je pense que le droit international, on ne peut pas dire qu'à long terme, il faut construire une société basée sur le droit et puis multiplier les exceptions parce que ça nous arrangeait. Il faut, je crois, les Russes peuvent changer de position et il faut travailler à cela. Ça fait 2 ans qu'on dit que les Russes vont changer de position. Oui, mais il faut peut-être... On va en parler tout à l'heure. Demain, il y a le sommet du G20. Alain Rodier, la question qu'on a beaucoup entendue cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est la question des preuves. Et c'est quand même la question qui taraude quand même un peu les parlementaires. Alors, on peut trouver sur le site du ministère de la Défense, de Matignon, etc., donc ce document, synthèse nationale de renseignements déclassifiés. Mais là, il n'y a pas de preuves. Ah, absolument. D'ailleurs, c'est un document, c'est une synthèse d'autres documents. Et je ne citerai qu'une phrase, moi qui, en tant qu'ancien de ces services, m'étonne. C'est l'analyse des renseignements dont nous disposons aujourd'hui conduit à estimer que le 21 août, le régime syrien a lancé une attaque. Conduit à estimer, ça veut dire qu'on n'a pas de preuves formelles sur lesquelles on peut s'appuyer et surtout convaincre la communauté internationale. Le président Poutine a bien dit qu'il attendait ces preuves. Je suppose qu'on va finir par en trouver, mais pour le moment, c'est dans les mains de l'ONU. Surtout que ça se trouve des inspecteurs de l'ONU et des laboratoires. Il y a aussi eu des conversations téléphoniques. En tout cas, c'est ce que disent les Américains, qu'ils ont intercepté des conversations téléphoniques entre le président Assad, enfin différents membres dignitaires du régime. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, les Américains. Oui. Pourquoi est-ce qu'on... Oui, mais enfin, justement, les Américains, si les preuves étaient aussi évidentes... Mais voilà pourquoi ils ne nous les montrent pas, ces preuves. C'est la question qu'on se pose. À mon avis, parce qu'ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas, André Valigny. On n'a pas de preuves vraiment solide que ce soit le régime qui ait commis cette attaque chimique le 21 août dernier. Et si ce n'est pas le régime syrien, qui cela pourrait-il être? Est-ce que ça pourrait être la rébellion? Carla Del Ponte avait accusé... Monsieur, vous êtes spécialiste de ces questions, beaucoup plus que je ne le suis. Est-ce que selon vous, la résistance syrienne, la rébellion syrienne, a la technicité, la compétence, les moyens d'utiliser ce genre d'armes chimiques? Alors, c'est une bonne question. Personne ne le pense. Bien sûr, parmi les gens bien informés, personne ne le pense. Cela dit, les Turcs, qui ne sont pas forcément des amis du régime syrien, ont saisi à la fin mai 2 kilos de sarin dans les mains de terroristes du front Al-Nusra. Cela dit, les Égyptiens ont démantelé, les Irakiens, excusez-moi, ont démantelé 2 ou 3 laboratoires de confection d'armes chimiques également dans la même période. Al-Qaïda travaille sur les armes chimiques depuis des années. Et Carla Del Ponte, d'ailleurs, avait accusé aussi la rébellion syrienne, enfin en tout cas certains membres de la rébellion, de détenir aussi
aussi... Il est certain que l'armée syrienne... les présomptions penchent du côté de l'armée syrienne. D'une part, la Syrie n'a jamais signé la convention d'interdiction des armes chimiques et qu'elle est plus en capacité d'utiliser des armes chimiques que l'opposition, fût-elle armée. Mais ce ne sont que des présomptions. Et c'est vous qui êtes juriste, monsieur, c'est pas moi. Ce ne sont que des présomptions. Et donc, le problème, c'est quand même d'apporter les preuves. Et John Kerry avait parlé de preuves indéniables. Eh bien, ça aiderait grandement la légitimité de l'intervention, même si ça n'apporte pas de légalité, si ces preuves indéniables étaient apportées de façon irréfutable. C'est ce que demandent d'ailleurs les Russes aujourd'hui. Ils disent, nous soutiendrons une action si nous avons les preuves indéniables. Or là, André Valigny, pour l'instant, on n'a pas ces preuves indéniables. Les aura-t-on un jour? Les analyses des enquêteurs de l'ONU seront rendues publiques d'ici une quinzaine de jours, je crois. Oui. Hein. Mais qu'est-ce que... Bon, on ne peut pas isoler... cet élément du contexte géopolitique et des événements qui se sont passés. Colin Powell a fait projeter au Conseil de sécurité des images qui étaient censées prouver de manière irréfutable qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et ceci a été un élément tout à fait essentiel pour le déclenchement de la coalition de 2003. Et ceci a eu un rôle essentiel en Grande-Bretagne, vis-à-vis de l'opinion britannique, à telle enseigne que Tony Blair, qui s'était beaucoup avancé en ce domaine, en a ensuite subi le contre-coup quand on a constaté sur le terrain que ce n'était pas vrai. Et Cameron à son tour la semaine dernière. Voilà, exactement. Et d'autre part, depuis les événements en Syrie au printemps de 2011, que d'informations ont été données, notamment via l'opposition, l'organisme dit Observatoire syrien des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui sont pour partie vraies, pour partie fausses. Combien de documents ont circulé qui n'étaient pas contrôlés et à partir desquels on a créé de l'émotion dans le monde entier. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de se référer à cette bataille de l'information où toutes les armes échangées, Dieu merci, moins meurtrières, bien entendu, ne sont pas forcément des armes loyales. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Pascal Boniface, justement, avec l'affaire irakienne ? Parce que c'est quand même ce qui plane, que ce soit aux États-Unis, c'est quand même le souvenir de l'Irak, ou au Royaume-Uni. Sauf qu'on pouvait quand même deviner très facilement qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires en Irak du fait des inspections, alors que là, visiblement, les armes chimiques ont été utilisées. Ce qui n'est pas prouvé, c'est par qui. Et on ne le saura pas d'ailleurs. Il y a peu de chance. Pas pour l'instant, mais en tous les cas, il est à peu près indéniable. Vu les effets, et tous les médecins sont d'accord que des armes chimiques ont été utilisées. C'est l'attribution de l'usage qui est plus problématique. Mais comme le dit M. Marini, finalement, le peuple syrien aujourd'hui est victime à la fois des mensonges américains et britanniques de 2003 et du changement de portage de la mission de la Libye qui contribue au blocage russe aujourd'hui. Et les Syriens sont les victimes de ces doubles épisodes historiques qui viennent bien sûr compliquer. Parce que, même si les armes chimiques sont un marqueur quand même important, il y a depuis le début du conflit 100 000 morts. C'est quand même extrêmement important. Et là, il y a un accord sur les chiffres. Il n'y a pas une différence d'appréciation entre les différents protagonistes. Donc, 100 000 morts, on est quand même dans un conflit majeur dont les civils sont les principales victimes. André Valigny, justement, est-ce que ce n'est pas gênant de pousser à une intervention alors qu'on n'a pas aujourd'hui les preuves ? Les aura-t-on un jour? Attendons le résultat des enquêtes diligentées par l'ONU. Il faut attendre quelques jours, même quelques semaines, d'après ce qui a été dit par les Américains. Je reviens justement... Mais les aura-t-on un jour? C'est que vous nous dites quand même, on n'est pas sûr, quoi. Enfin, non, de dire, on les aura-t-on un jour? On est sûr que des armes chimiques ont été utilisées. Oui, mais par qui? Avéré. Si on dit on va les frapper, Bachar el-Assad parce qu'il a utilisé des armes chimiques et vous nous dites... Et on est sûr mais on n'aura peut-être jamais la preuve un jour. Et on est sûr que Bachar el-Assad a les moyens d'utiliser l'arme chimique, qu'il la possède, qu'il a les moyens de l'utiliser à grande échelle, comme ça a été le cas. Donc la présomption de culpabilité... La présomption de culpabilité pèse sur Bachar el-Assad. On fait une pause, André Valigny. Je vous donne encore la parole, évidemment, dans la seconde partie de notre débat consacré ce soir encore à la Syrie. À tout de suite.